Quand on les voit complices à plus de 70 ans, roucoulant comme de jeunes tourtereaux, on ne peut s'empêcher de se demander quel est leur secret. Quel est ce secret qui leur a permis de rester aussi complices et intimes durant toutes ces années? Eh bien, c'est curieux de cette constatation que nous avons voulu contribuer au bien-être de votre couple, chers amis téléspectateurs, en partageant avec vous sur ce numéro Osons vivre de ce lundi 8 octobre 2018 les clés d'un couple heureux avec le sociologue et coach de vie Jacques-Christian Ouinsou. Monsieur Ouinsou, bonjour. Bonjour Christelle, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler des clés du couple heureux. Déjà, l'exemple que nous avons cité dans notre introduction, est-ce que ce type d'exemple est légion dans notre société d'aujourd'hui? Oui, on rencontre souvent ces couples-là qui vieillissent ensemble et finissent par se ressembler. Mais à votre avis, l'expérience qu'ils partagent et cette aura qu'ils dégagent, est-ce que c'est facile d'en arriver à cette façon de vivre? Alors, je voudrais souligner d'abord qu'en matière de couple, tout se prépare. Si vous rentrez dans le couple sans préparation, vous ne pouvez pas venir à ce stade que vous venez de décrire. D'abord, la personne humaine, j'ai l'habitude de dire que chaque étape de la vie correspond à des responsabilités à prendre et des engagements à se donner et pour pouvoir réussir. Et donc, si déjà, à partir de la préadolescence et à partir de l'âge de puberté, vous commencez déjà par envisager rentrer dans un couple prochainement, vous commencez déjà à 14, 15, 16 ans, quand vous êtes déjà élève, par chercher les qualités qui vont gouverner votre vie à venir. Et à partir de ces repères que vous vous donnez déjà, vous vous fixez des objectifs et c'est ça qui vous amène dans un couple à partir de 19, 20, 21 ans. Et quand on rentre dans un couple déjà avec des objectifs et des qualités données, on se retrouve en face d'un partenaire qui répond d'une manière ou d'une autre à ses qualités et le chemin est plus facile. Lorsque ce préliminaire n'est pas fait, et en général, on constate aujourd'hui que ça ne se fait pas, et c'est pourquoi à partir de l'âge où on devrait normalement être stable dans un couple, donc pour aller vers une famille stable, on constate que ça vacille et puis c'est des mises ensemble par essai et par erreur. Donc, il faut d'abord savoir si oui ou non tu es prêt pour rentrer dans un couple. Il faut se reconnaître d'abord en tant que garçon ou en tant que fille. Donc, savoir ce que c'est que tes sensibilités, ses susceptibilités. Parce que après tout, un couple, c'est la rencontre de deux affectivités. Et cette rencontre, c'est pour travailler de concert peut-être pour des activités ensemble, ou bien pour créer sa famille et avoir une famille heureuse. Donc, si ça ne se prépare pas, ça ne saurait aller et grandir jusqu'à conduire dans la vieillesse, comme vous venez de décrire dans votre introduction. Alors, dans mon introduction, toujours, le couple dont je donne l'exemple, c'est un couple de 70 ans quand même. Ça fait beaucoup d'années vécues ensemble. Et on est conscient que dans notre société, les parents, avant de se mettre en couple, ne prennent pas le temps de se choisir, ainsi de suite. Souvent, c'est les familles qui négocient les mariages. Et on se met ensemble. Et pourtant, il y a de ces couples-là qui réussissent à durer. Aujourd'hui, la jeunesse, la couche sociale à laquelle nous avons affaire est beaucoup plus dans cette facilité à se laisser aller à la séparation. Et c'est sur ça que nous allons nous appesantir, Monsieur Jacques-Christian Ouinsou, sur ces couples-là, ces gens qui sont déjà en couple et qui cherchent malgré tout à rester ensemble, à durer jusqu'à ce type d'âge, jusqu'à la mort, pourquoi pas. Je voudrais d'abord faire constater que nous avons trois types de couples en réalité. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en couple sans savoir réellement quelle est leur catégorie de couple. Quel type de couple ils ont. Nous avons d'abord les couples de schéma 1 plus 1 égale 1. Oui. Et ce schéma-là, c'est un schéma traditionnel
qui signifie que il y a un dominant, qui est souvent l'homme, et un dominé, qui est la femme, qui respecte l'instruction, autrement dit, qui complète l'homme pour la réussite du foyer. Et ce couple-là vit longtemps et arrive à s'en sortir si et seulement si la femme se soumet, respecte les règles en la matière. D'accord. Deuxième type de couple. Ce schéma, c'est 1 plus 1 égale 2. Oui. 1 plus 1 égale 2. Chacun des partenaires de ce couple cherche à garder leur personnalité et personne ne veut rien concéder. Et on est dans ce couple moderne. Et ça, là, ça dure très peu de temps. Ça se casse très vite. Ça ne fait pas beaucoup de temps. Et le dernier schéma que nous avons souvent aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le couple moderne que nous avons, c'est 1 plus 1 égale 3. 1 plus 1, ce schéma 1 plus 1 égale 3, ça signifie tout simplement qu'il y a l'homme, il y a la femme et il y a le nous. Le nous qui constitue une réalité autre que l'homme et la femme. Et chacun des deux parties travaille pour consolider ce nous-là. Tout en restant libre, bien sûr, l'espace d'expression de leur personnalité se retrouve dans ce couple et le nous est géré ensemble de part et d'autre. D'accord, mais ce nous-là, quel peut-il être concrètement? En réalité, ce nous, c'est le choix de ces deux partenaires pour leur avenir. D'accord. Nous avons dit tout à l'heure qu'il faut préparer l'entrée dans un couple. Et si c'est bien préparé, ça veut dire que l'individu qui cherche à rentrer dans un couple, d'abord, rentrer dans un couple, c'est le fruit d'une grande communication interne. C'est déjà toi, en tant que personne humaine, qui a essayé de discuter avec toi-même et t'es préparé. La préparation est beaucoup plus subjective à ce niveau. Et tu es préparé pour aller maintenant avec l'autre. Et en discutant avec l'autre, tu retrouves les principes que tu as déjà fondés en toi. Et ensemble avec l'autre, vous choisissez faire un cheminement. Et dans ce cheminement, toi et l'autre, vous restez libres. Donc, c'est le schéma 1 plus 1 égale 3 que je suis en train de développer comme ça. Oui. Toi et ton partenaire, vous restez libres. Chacun exprime sa personnalité. Vous dialoguez beaucoup, vous vous comprenez, mais vous protégez le nous. Vous protégez ce qui fait de vous un couple. Vous protégez la substance qui vous dépasse individuellement et qui fait une autre réalité capable de transcender chacun d'entre vous. D'accord. Alors, des trois modèles que vous venez de nous donner, le 1 plus 1 égale 1, le 1 plus 1 égale 2 et le 1 plus 1 égale 3, on est quand même conscient que deux êtres humains ensemble ne peuvent pas constamment couler des jours heureux tout le temps. Il va y avoir des jours où tout est beau, tout est bien, on est heureux, on se complète, on est complice et tout. Et d'autres jours, c'est carrément le contraire. Dans chacun de ces schémas-là, comment est-ce que ça se passe? Alors, quel que soit le schéma, nous avons défini le couple comme la rencontre de deux affectivités. Oui. Quand on parle d'affectivité, il faut parler d'intuition, de sentiment et de sensation. D'accord. Et quand ces deux affectivités se rencontrent, il y a toujours des périodes où c'est beau, des périodes où c'est pas beau, des périodes de dispute et autres. Ça ne doit jamais manquer. En matière de relations humaines, d'ailleurs, les crises en matière de relations humaines, les crises ont une fonction dynamique. Et sans crise, les personnes en face ne se découvrent pas. Voilà pourquoi, dans un couple, il faut forcément qu'il y ait de crise pour que le couple puisse durer, parce que la bonne gestion de ces crises permet à ce couple-là d'aller encore de l'avant. D'accord. Et la mauvaise gestion fait régresser le couple. Mais la bonne gestion permet d'aller de l'avant. Comment y arriver? Lorsqu'on est couple, on doit essayer d'avoir dans sa poche quelques astuces essentielles. On commence d'abord par se dire
je suis moi, il ou elle est lui-même ou elle-même, mais la réalité que nous formons, donc le nous, est une autre réalité. Et chacun des deux parties doivent apporter du sien pour la vie de la réalité qu'est le couple. Et dans ce schéma-là, il faut apprendre à accepter l'autre dans sa différence. Parce que chacun des deux partenaires sont différents, mais complémentaires dans la vie du couple. Voilà pourquoi il faut beaucoup de tolérance. Il faut accepter l'autre. Il faut comprendre que l'autre est une personne humaine et peut faillir, peut faire des fautes, peut tout faire. Il y a des couples, parfois, c'est l'infidélité qui fait qu'ils transcendent les réalités et durent trop longtemps. Par contre, il y a d'autres, l'infidélité va les disloquer. Donc, il faut être tolérant et comprendre l'autre et savoir que la différence de l'autre, que j'ai aimé d'ailleurs, parce que avant d'aller avec l'autre, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous avez aimé en cette personne et vous êtes allé vers elle. De la même manière, cette chose que vous avez constatée, que vous avez aimée, qui vous a attiré, peut être encore source de problèmes. Voilà pourquoi vous devez être tolérant, parce qu'il n'est pas vous. D'accord. Donc, l'une des clés d'un couple heureux, c'est bien sûr la tolérance. Mais dans votre développement, tout de suite, là, vous avez parlé de chacun de son côté et de cette réalité-là que le nous constitue quand il décide de se mettre ensemble. Ce qui ressemble beaucoup au schéma du 1 + 1 = 3. C'est bien ça. D'accord. Revenons au schéma du 1 + 1 = 1, où il y a l'homme qui est le dominant et la femme qui est quand même la récessive du couple. Quelle est cette réalité-là de ce couple qui leur permet quand même de bien vivre ensemble? La réalité qui solidifie un couple de schéma 1 + 1 = 1, c'est l'acceptation de l'autre. La tolérance est toujours là. Oui. Tu acceptes l'autre dans sa différence, telle que l'autre se présente à toi. Oui. Et dans ce schéma, c'est d'abord et avant tout la femme qui garde le couple solide. Parce que j'ai dit tout à l'heure que dans le schéma 1 + 1 = 1, oui, la femme est à la maison, garde le foyer, l'homme sort pour aller chercher. Nous avons trouvé un dominant et un dominé. Oui. Donc, le dominant, d'une manière ou d'une autre, c'est l'homme qui va chercher. C'est d'ailleurs dans ce sens que nous disons chez nous, sous-nous glegbenu, garçon de dehors. Il va et il ramène. Donc, la femme de maison, elle est à la maison et l'homme apporte, elle gère. Elle est l'intendante de la maison, elle gère les enfants, elle gère les biens de l'homme et l'homme va, il amène. Et la femme n'a pas le droit de poser trop de questions sur ce qui se passe à l'extérieur de la maison. Je vous donne un exemple d'un couple que j'ai connu. Oui. Et le monsieur disait à sa femme, la femme qui trouve à manger à la maison ne devrait pas trop savoir ce qui se passe dehors. Vous voyez? Donc, c'est ce schéma, ça. 1 + 1 = 1. C'est bien subjectif. Et il a déclaré devant tout le monde, la femme frustrée est allée vers nous. On a essayé de lui faire comprendre le schéma dans lequel elle est en train de fonctionner depuis avec 4 enfants. Donc, elle ne peut qu'accepter la résilience pour pouvoir survivre à ce couple. Parce que c'est ce qu'elle a accepté au départ. D'accord. Donc, ça veut dire quand même qu'on peut accepter quelque chose sans en avoir conscience. Absolument. Et c'est ce qui détruit beaucoup de couples. C'est bien ce qui se passe. C'est pourquoi nous exhortons beaucoup de personnes à aller consulter les spécialistes pour qu'on puisse leur expliquer quel est le schéma que vous devez avoir. Hier, par exemple, j'ai rencontré une jeune fille. Elle a 19 ans et elle a des difficultés pour choisir entre deux prétendants. Elle nous a posé la question. 19 ans, c'est quand même jeune. 19 ans, c'est jeune, mais c'est très bien. Parce que tout s'apprend. Il faut qu'elle commence par apprendre. Sinon, lorsqu'elle aura 25-30 ans, elle ne comprendra rien du tout. Donc, lorsque nous sommes en train de discuter, on a dit, et l'autre, comment est-ce qu'il réagit, l'autre? Et dans les discussions, elle a dit, attention, il aime un peu ce que j'aime. Quand nous avons des sujets de discussion, nous avons tendance à parler de la même chose. Oui. Ça, c'est le second point. J'ai parlé de la tolérance tout à l'heure. Oui. Il y a également les qualités que vous devez avoir ensemble.
Vous devez avoir les mêmes valeurs. Les points communs. Voilà, les valeurs c'est communes. très important pour la vie du couple aussi. Donc, j'ai donné l'exemple là pour vous montrer qu'aujourd'hui, les jeunes filles, avec tout ce qui se fait à l'école, avec ce que les féministes en général sont en train de faire, éveillent un peu la conscience des filles et elles posent beaucoup de questions pour pouvoir s'en sortir et ne pas rentrer dans un schéma qui leur sera préjudiciable après. D'accord. Mais on reste avec le schéma 1 plus 1 égale 1, hein, parce que là, il y a quand même la notion de soumission de la femme qui ressort. Et l'exemple de ce monsieur que vous venez de nous donner qui dit que la femme qui mange bien à la maison ne devrait pas s'intéresser à ce qui se passe dehors est quand même sujet à beaucoup de problématiques. Je vous l'ai dit en français. Le monsieur a parlé goût. Ah, vous imaginez un peu quand on sort ça en goût, ce que ça peut donner. Voilà. Mais comment est-ce que la femme qui se retrouve dans ce schéma-là, 1 plus 1 égale 1, bien sûr, comment est-ce qu'elle doit bien le vivre? Parce que la question de la soumission est toujours très discutée. Quel que soit l'angle duquel on le considère, c'est une question qui est quand même toujours très discutée du point de vue des femmes, mais aussi bien de celui des hommes. Vous savez, dans le schéma 1 plus 1 égale à 1, c'est beaucoup la foi et l'espérance qui amènent la femme et l'homme même à survivre dans le couple. Donc une spiritualité aveugle ou une croyance aveugle en l'homme? Je parlerai d'une croyance, mais pas aveugle. C'est pas aveugle parce que, pas en l'homme, mais en un Dieu suprême ou bien en un demain meilleur. Oui. En un demain meilleur parce que ce schéma 1 plus 1 égale à 1 est beaucoup plus prôné par les religions. Parce qu'on constate qu'avec ce schéma, il y a un peu de stabilité. Il n'y a pas de désordre. On constate qu'avec ce schéma, les familles peuvent donner un sens au mariage après. Les couples ne vont plus faire très peu de temps parce que la durée de vie du couple est souvent de 4 à 7 ans. Un couple qui n'a pas beaucoup d'expérience, qui ne cherche pas à varier un peu ses centres d'intérêt, dure très peu longtemps. Par contre, quand c'est la famille, quand il y a déjà un enfant, ça solidifie le couple et ils ont beaucoup de choses ensemble. Donc, 1 plus 1 égale à 1, les familles l'utilisent pour garder les couples jusqu'au mariage. Les religions l'utilisent pour garder les couples jusqu'au mariage. Et les individus qui comprennent ce sens également l'utilisent pour garder leur partenaire jusqu'au mariage. Parce que dans le mariage, il y a un contrat et ce n'est plus de l'éphéméride. Ça prend du temps. D'accord. Donc, on retrouve ces schémas en fonction quand même des fréquentations, de la croyance de chacun des membres du couple. C'est bien ça. Alors, pour le deuxième schéma que vous nous avez donné tout à l'heure, 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2, oui. C'est beaucoup plus les jeunes depuis les années 80, 90 qui ont commencé ce schéma. Et nous sommes ensemble, mais nous sommes sans engagement, nous sommes un couple, mais nous y allons. Nous allons voir ce que ça va donner. Chacun reste libre, chacun reste responsable et nous allons voir ce que ça va donner. Et ça ne dure pas longtemps. Parce que après très peu de temps, chacun va de son côté et on continue le chemin. Et généralement, ces types de couples 1 plus 1 égale à 2 naissent à partir de la raison libidinale. Vous savez, il y a la raison libidinale qui pousse certaines personnes à l'attirance et ils confondent souvent l'attirance à l'amour. Et le feu s'éteint très vite lorsque la libido est atteinte et puis bon, on constate que ça ne donne pas grand-chose. On peut continuer et ça continue et ça recommence. On rentre dans un cycle infernal de relations. J'ai fait parfois 10 couples, on va vous dire facilement. Je suis à mon 7e gars, je vais voir ce que ça va donner. D'accord. Et de votre point de vue, de spécialiste, de sociologue, mais aussi de coach de vie, quel est le modèle idéal qu'il faut adopter? Vous savez, il n'y a pas de modèle idéal en matière de couple. S'il n'y a pas de modèle idéal, comment est-ce que ces couples-là qui se retrouvent déjà dans ces catégories que vous venez de nous citer, comment est-ce qu'ils peuvent transcender leur réalité pour aller quand même vers un certain équilibre? Merci, vous avez parlé de réalité. Tout commence par là. Que voulez-vous? Qui êtes-vous? Oui. Alors, qui suis-je?
qu'est-ce que je veux? Si je veux faire de l'expérimentation, si je veux expérimenter les hommes avant de prendre ce qui est bon pour moi, mais pourquoi quelqu'un va me refuser d'aller dans un schéma 1 plus 1 égale 2? Je sais que j'y vais, je vais voir ce que ça va donner. Si déjà, je suis déjà issu d'une famille qui a de culture spirituelle élevée, et je me dis, attention, je suis créé en tant que femme pour aider mon homme à réussir parce que sur le plan spirituel, ça se comprend ainsi, la femme complète l'homme pour la réalisation sociale et la réalisation professionnelle, même la stratification, la reproduction sociale. Oui. Si tu comprends ça ainsi, tu te prépares pour rentrer dans un schéma 1 plus 1 égale 1. Mais si tu es un peu émancipé, si tu es moderne, et tu te dis, attention, il faut que chacun puisse avoir sa partition à jouer. Je vais travailler en tant que femme. Mon homme va travailler et nous allons ensemble faire de notre famille une famille moderne. Pourquoi ne pas te préparer pour rentrer dans un schéma 1 plus 1 égale 3? D'accord. Alors, les schémas existent et à chacun de voir la position, la posture qu'il cherche à transposer dans son couple pour implanter ça. D'accord. Alors, voilà que les 3 schémas sont bien exposés, bien catégorisés. Une fois qu'on a déjà choisi, consciemment ou inconsciemment, n'importe lequel de ce type de schéma de couple dans lequel on vit déjà, l'objectif, c'est quand même de bien vivre et de vivre longtemps avec son choix. Absolument. Alors, on a déjà parlé des clés, on a déjà commencé à énumérer les clés pour bien vivre heureux en couple. La première étape, la première clé que vous nous avez donnée, c'est bien sûr la tolérance. Mais après la tolérance, quelles sont les autres clés qu'on peut utiliser pour bien vivre, quel que soit le schéma dans lequel on se retrouve? Après la tolérance, il faut chercher d'abord à avoir des valeurs en commun. Vous devez avoir des valeurs en commun. Oui. Comme l'exemple de la jeune fille que je viens de donner. Oui. Si vous n'avez pas de valeurs en commun, vous n'aurez pas de sujet de discussion. Juste après les valeurs en commun, il faut que vous parliez beaucoup. Et tout ce qui ne s'exprime pas en matière de couple s'imprime. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. S'imprime comment? S'imprime dans le cœur. D'accord. En matière de couple, ça s'imprime, ça refuse de partir. On emmagasine les émotions, après ça explose. Et là, ça devient une bombe à retardement. Alors, il faut exprimer, il faut dire tout ce qu'on pense. Oui. Il faut tout dire. En face de son partenaire, il faut beaucoup partager la parole. Il ne faut rien laisser s'imprimer. D'accord. Ça, c'est le 3e point. Oui. Et si nous allons parler de la 4e clé, oui. Nous allons parler d'un lien d'amitié fort. C'est toujours beau d'être des amis d'abord. Et après l'amitié, on constate que de notre amitié, nous sommes devenus un couple. Parce que de l'amitié, nous avons déjà fait confiance l'un à l'autre. Et nous pouvons tout nous dire. Et nous avons déjà des qualités en commun. Du coup, il est très facile pour nous de nous comprendre lorsque nous aurons des difficultés, lorsque nous aurons des désaccords. Donc l'essentiel, c'est de pouvoir toujours se comprendre, quelle que soit la difficulté qui arrive. C'est bien ça. Et pour y arriver, c'est très beau, si on est déjà des amis, que d'être un couple sur le coup. Alors, je vais y aller directement parce que quand on est en couple, le tout ne suffit pas de bavarder, d'être tolérant, ainsi de suite. Il y a quand même quelque chose de fondamental, de primordial, qui fait même que c'est ça qui explique l'existence du couple. Je veux parler de la sexualité. Ah ben là, il faut avoir un point d'entente sur le plan sexuel. Parce que quelle est la place de la sexualité dans cette clé-là que vous nous donnez? C'est d'ailleurs ce que je m'en vais citer, la 5e clé. Oui. La 5e clé, c'est l'entente sexuelle. L'entente sexuelle veut dire simplement que les deux doivent se dire, écoutez, le corps ne ment pas, hein? La tête peut mentir. On peut dans la tête réfléchir et faire un peu de jeu d'esprit pour essayer de dribbler un peu son partenaire, mais le corps ne ment pas. Donc, la sexualité doit être gérée de part et d'autre et les deux doivent avoir d'entente là-dessus et savoir que,
Voilà, si ça me plaît, voilà comment ça va se passer. Et puis, ensemble, ça doit bien se passer. Vous savez, c'est facile d'aller au sexe, hein? Oui. L'essentiel, c'est faire durer son couple. Sinon, le sexe, c'est rien du tout. Avoir d'entente sur le sexe, ça permet simplement de ne pas aller sur l'autre lorsque l'autre n'est pas encore prêt pour ça. D'accord. C'est pourquoi il faut avoir d'entente par rapport à la sexualité. Le dernier, je vais dire plutôt la dernière clé, sinon le dernier point que les couples doivent avoir, c'est savoir se projeter dans l'avenir. Avoir de projets ensemble. N'oubliez pas qu'un couple, c'est deux personnes ensemble qui travaillent de concert pour évoluer dans quelque chose. Donc, vous devez vous projeter. Vous devez avoir d'activités ensemble. Vous devez avoir des projets ensemble. Sans ces 6 clés, vous risquez de faire une journée de couple comme l'exemple qu'on donne, que j'ai l'habitude de donner. Les militaires, souvent, ont l'habitude de ce qu'on appelle one night stand. C'est aussi des couples. Alors, Monsieur Jacques-Christian Ouensou, je vais rappeler en liste les clés que vous nous donnez pour bien vivre en couple et bien vivre heureux. Il s'agit bien sûr en premier lieu de la tolérance. Après la tolérance, il y a les valeurs communes. Après les valeurs communes, la discussion ouverte et les liens d'amitié ainsi que l'entente sexuelle et les projets solides en commun. C'est bien ça? Absolument. Alors, chacun de ces points quand même mérite qu'on lui consacre une bonne discussion pour bien fouiller la substance de chacun de ces points. Mais je voudrais quand même revenir au point de l'entente sexuelle parce que ça préoccupe beaucoup de personnes, mais les gens en général n'arrivent pas à en parler. Mais quand on fouille, on se rend compte que c'est souvent le fond des problèmes que les couples rencontrent. Et je veux parler de votre monsieur qui dit que la femme qui mange bien ne devrait pas s'intéresser à ce qui est dehors. Est-ce qu'il veut parler de la bonne nourriture en haut ou de la bonne nourriture en bas? Voyez-vous, quand on parle de l'entente sexuelle, et aujourd'hui, beaucoup de couples pensent que quand on est en couple, c'est le sexe qui solidifie le couple. C'est des erreurs. Le schéma 1 plus 1 égale 1 ne privilégie pas le sexe. Le sexe est là juste pour faire les enfants. Le sexe est utilisé pour faire les enfants autant que la bouche est autre, la bouche est utilisée pour manger, pour faire autre chose. 1 plus 1 égale à 1 ne privilégie pas le sexe. Il n'y a pas la liberté dans ce sens. 1 plus 1 égale à 2, eh bien écoutez, c'est le sexe, écoutez, c'est le sexe, c'est l'affectivité démontrée, la sensualité totale. 1 plus 1 égale à 3, chacun reste libre avec sa posture. Là, je donne un exemple, j'ai reçu une dame, je vais y aller vite, qui me dit, ben écoutez, je vais chez mon homme, tous les jours quand je rentre dedans comme ça, c'est le sexe qu'il demande. Quand je rentre, c'est toujours ça. Moi, je ne suis pas pour ça. Je trouve que ça, c'est trop. Je ne suis pas habitué à ça. J'ai rencontré l'homme me dit, écoutez, sans ça, c'est que je n'ai pas de copine, je n'ai pas de petite amie, je ne suis pas en couple. C'est ça qui fait que... Vous voyez la posture de la femme, vous voyez la posture de l'homme. La femme veut très bien rentrer dans un schéma 1 plus 1 égale 3. Mais elle ne voudrait pas la fougue sexuelle que l'homme présente. D'abord, un couple, c'est pour travailler ensemble. Ce n'est pas d'abord le sexe. C'est pour construire ensemble. Maintenant, si vous avez votre entente sur l'application sexuelle, l'entente vous permettra d'aller dans cette satisfaction. Et chacun garde sa liberté. Chacun garde son envie et sa fréquence sexuelle, tout en étant d'accord avec l'autre pour faire le chemin qui amène vers une famille heureuse. Alors, Monsieur Jacques-Christian Ouensou, un dernier mot pour finir avec notre émission de ce jour. Un dernier mot, je dirais tout simplement que les couples doivent savoir qui ils sont. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras dire à ton partenaire, voilà comment tu dois me tenir pour que nous puissions faire longue route. Sans savoir qui tu es, tu vas juste dans un couple pas essai, pas erreur. Et c'est grave. Merci beaucoup, Monsieur Jacques-Christian Ouensou. C'est moi qui vous remercie. Chers amis téléspectateurs, merci d'être restés avec nous durant ce moment accordé à Osons Vivre sur le midi de ce jour. Nous développions le thème « Les clés d'un couple heureux » avec notre spécialiste Jacques-Christian Ouensou. Il est sociologue, mais aussi coach de vie. Et ces clés-là se résument comme suit. Il y a la tolérance, les valeurs communes, la discussion, le lien d'amitié, l'entente sexuelle et les projets solides en commun. Voilà, ce sera tout pour
pour notre émission de ce jour. Prenez toujours le rendez-vous sur le midi. Osons vivre, c'est à 14h00. Mais demain, on sera toujours avec notre sociologue Jacques-Christian Ouinsou pour développer le thème, cette fois-ci, de l'importance de bien gérer le lit dans le couple. Merci de nous suivre. On va retrouver tout de suite Stanislas Amois sur sa chronique culturelle. Aujourd'hui, le chroniqueur nous parle de Christophe Colomb, l'homme du 8 octobre.